Pauvre petit druide qui pensait pouvoir s'enfuir de l'influence de Kefka. Tu nous pensais mort, n'est-ce pas? Et vois-tu, après la défaite du narrateur, notre choix s'est porté sur LA prophétie. Pardon? Le narrateur brisé attend sa renaissance, tapis dans un carrefour de dimensions. Ce retour apportera de nouveau un sombre avenir qui s'étendra par-delà le voile de cette existence. Tu sais, dans le fond, les prophéties, on fait un peu ce qu'on veut. C'est surtout un prétexte pour une histoire. Et la fantaisie, elle peut très bien s'en passer en vrai. Pardon. Et au fait, tu connais bien Conan? On trouve toujours une solution quand on a l'envie et le courage. Conan, le Cimérien. On a vu ensemble que le nom de J.R.R. Tolkien a été à jamais gravé dans le marbre de la fantaisie avec le Seigneur des Anneaux, façonnant la fantaisie moderne à tout jamais. Sauf que Tolkien ne fut pas le premier, il y a eu bien d'autres personnes avant lui. Et s'il y en a bien un qui a eu son heure de gloire, malgré un destin tragique, c'est bien Robert E. Howard qui redéfinit vraiment les contours de la fantaisie moderne en premier lieu, avec un genre nommé la Sword and Sorcery. Robert Erwin Howard est né en 1906 à Bicester, au Texas. Il est mort le 11 juin 1936 à Cross Plains, toujours au Texas, après s'être tiré une balle dans la tempe alors qu'il apprenait que sa mère ne sortirait jamais du coma dans lequel elle était tombée. Ambiance. Pour beaucoup, il est considéré avec Tolkien et Lovecraft, entre autres, comme l'un des pères fondateurs de la fantasy moderne. Il est surtout l'inventeur d'un pan particulier de l'heroic fantasy avec les aventures de son héros Conan le barbare. Mais pas uniquement, parce que réduire Howard au barbare cimérien, c'est un peu triste, même s'il occupera une place quasi centrale dans cet épisode. Ensuite, c'est un peu plus compliqué pour le terme d'heroic fantasy qui est surutilisé à mon goût. Mais bon, c'est comme ça que les experts ont tranché la chose. Et je suis qui pour remettre en cause ça? Hein? Je vous le demande. Robert se passionna de lecture très rapidement, aidé en cela par sa mère. Mais il ne réussira à publier sa première histoire, Spear and Fan dans le Weird Tales, magazine qui, dans la même période aussi, on le rappelle, sortait aussi du Lovecraft et du Clark Ashton Smith. Il n'avait que 19 ans. Bon, ok, je pinaille, mais c'est quand même un score très honorable. Ce n'est que 3 ans plus tard que sa carrière décollera, essentiellement en vendant des récits de matchs de boxe à divers pulps, mais aussi par la création de son personnage qui façonnera beaucoup d'aspects de la fantasy, Solomon Kane. Mais que vient faire ici Robert E. Howard? Oh, tu sais, dans l'absolu, il s'en passait très bien des prophéties, il s'en servait que dans 2 cas. Soit il s'en servait pour mettre en valeur son personnage, soit il s'en servait pour pouvoir dire « on peut vaincre la destinée ». Niveau utilité, c'est un peu limité quand même. Robert E. Howard voit sa notoriété qui commence à grandir, entre quelques fulgurances comme les dieux de Bal-Shagot. Mais aussi d'autres récits centrés sur des personnages plus historiques, bien que purement imaginaires, comme Bran MacMorn, présenté comme le dernier roi des Pictes affrontant l'Empire romain, ainsi que Cormac MacArt, pirate gaël du 5e siècle après Jésus-Christ, évoluant dans une Angleterre du roi Arthur. Mais fait amusant, ce récit est relié au mythe de Cthulhu de Lovecraft dans le roman Les Vers de la Terre. Titus nous a rionnés, mais les bruits ont persisté toute la journée. Puis à minuit, la tour a frémi et a paru vouloir s'affaisser, comme si les fondations avaient été sapées. Un frisson d'horreur parcourut Bran MacMorn. Les vers de la terre! Des vermines par milliers, creusant telles des taupes loin sous la forteresse, rongeant les fondations. Dieu, la région devait être criblée de tunnels et de cavernes. Ces créatures étaient encore moins humaines qu'il l'avait imaginé. Quelle forme hideuse issue des ténèbres avait-il donc appelé à son aide? Mais on pourra parler aussi de Sonia la Rouge, personnage apparaissant qu'une seule fois dans les écrits de Howard, mais qui inspira beaucoup Roy Thomas et Barry Smith pour la célèbre barbare Red Sonja. Cependant attention, les personnages n'ont plus rien à voir, si ce n'est le nom, car Sonia la Rouge fait face à Soliman le Magnifique au XVIe siècle, mais Red Sonja est une barbare de la même époque que Conan, pour le plus grand plaisir des jeunes adolescents boutonneux des années 1970-1980. Alors qu'en vrai, Red Sonja, c'est très loin d'être aussi stupide. De toute façon, comment prendre au sérieux quelqu'un qui est habillé en bikini de côte de maille?
De plus, à sa création, elle était très loin d'être habillée comme on pense actuellement. De l'autre côté, je veux dire par là le côté professionnel, Howard entamera des relations de plus en plus proches avec d'autres membres du Weird Tales. Et surtout avec Lovecraft, avec qui il aura de très longs débats. Je veux dire, les dieux de Bal-Sagoth, ça vient d'où? De Washington? C'est en 1929 qu'apparaît son deuxième personnage véritablement typé d'Heroic Fantasy. Et non, ce n'est pas Conan le Barbare, mais celui de Kull le Conquérant. Alors, du vivant d'Howard, c'était un peu le bordel niveau chronologie. Mais dans les années 1960, Léon Sprague de Camp, un auteur de SF et fantasy américain, travailla sur une nouvelle édition des récits d'Howard, et put établir une chronologie des âges turiens et iboriens. Cette chronologie fixe Kull aux alentours de 20 000 ans avant Jésus-Christ, qui est l'âge turien, et l'âge iborien autour de l'an 10 000 avant Jésus-Christ, époque donc de notre cher Conan. Depuis, elle est devenue la chronologie officielle, et les écrivains qui sortirent de nouveaux romans, bandes dessinées ou films qui ont voulu écrire pour l'univers de Howard l'ont plus ou moins respecté. Lorsque Howard crée Conan, sa conception de ce qui va devenir l'âge iborien est encore vague. Très schématiquement, il en a marre de devoir se prendre des remarques à la con lorsqu'il écrit ses nouvelles historiques, et qu'on lui reproche de ne pas adhérer aux faits historiques jusque dans les moindres détails. L'univers de fantasy d'Howard est donc le nôtre, dans un passé entièrement fictif. Kull le Conquérant et Conan le Barbare auraient pu exister dans notre monde. Nous y retrouvons beaucoup de références à des mythes, tels que l'Atlantide et la Lémurie, mais aussi des termes ayant vraiment existé, leur donnant alors un nouveau sens, comme l'Iboré pour l'Hyperboré, peuple mythique de l'Antiquité qui peut être traduit en « qui vivent par-delà les souffles froids du Boré ». Dans un sens, Howard a fait un peu comme Tolkien. Il s'est approprié des termes et des légendes du passé, les a amalgamés et s'en est inspiré pour recréer un univers de fantasy. Howard viole l'histoire. Pour lui faire de beaux enfants. Enfin, c'est ce qu'on dit. Parfois sciemment, parfois non, mais il s'en moque. Il ne veut pas faire d'œuvre d'historien, mais d'auteur. C'est comme cela qu'il va arriver à créer l'âge iborien, un joyeux bordel où il met tout ce qui l'excite dans les différentes périodes historiques, modulable à souhait, et évidemment où personne ne peut venir le faire chier sur des anachronismes. Il pose donc toutes les bases de la fantaisie moderne, cartes, pseudo-histoire, chronologie, etc. Rien que pour éviter ce genre de remarques. Je simplifie un peu, évidemment, car il faut savoir aussi qu'il travaille sur des concepts similaires depuis plusieurs années. Je ne te suis plus là. C'est quoi le rapport avec les prophéties? Tu es complètement hors sujet. Kull est un Atlante. L'Atlantide est une île située à l'ouest du continent turien, où se trouvent les plus puissants royaumes de ce monde. Les Atlantes, eux, sont considérés comme des barbares, comme les Pictes ou les Lémuriens. Kull finira orphelin et se fera bannir de l'Atlantide. Il trouvera alors refuge sur le continent turien, et au fur et à mesure de ses aventures, il deviendra le roi de Valusia, le plus puissant royaume du continent turien. Bien des siècles plus tard, le continent turien sombra avec l'Atlantide menant à l'âge iboréen, et surtout celle des Cimériens, l'époque de Conan, prise d'un côté avec l'âge turien et l'avènement de notre monde, souvent nommé âge contemporain, où se trouvent d'autres personnages de Howard. Et donc, pour être complètement cohérent avec lui-même, il écrit ce long article qui détaille la naissance de l'âge iborien, ses évolutions et sa fin dans un cataclysme qui finalement mènera à notre monde. Et il écrit tout ça rien que pour lui. Ce sera finalement publié dans des fanzines ultra rares des années 30. Et à la base, c'est juste du document de travail. Solomon Kane, quant à lui, fait le lien entre l'époque moderne et la fantasy classique, issue du mouvement gothique du 19e siècle. Il est classé dans le genre de la sword and sorcery, mais jette aussi, dans le même temps avec Conan et Kull, les bases d'un genre nouveau, la dark fantasy, genre repris par Fritz Leiber, le protégé de Lovecraft, mais qui explosera vraiment dans les années 60 avec un autre auteur anglais dont nous reparlerons bien assez tôt. Le concept de la sword and sorcery est en soi assez simple. C'est une aventure épique, proche de l'heroic fantasy, mais à la différence de celui-ci, le monde y est plus brutal, plus sombre. Et si magie il y a, elle est systématiquement maléfique. D'ailleurs, il arrive souvent d'y avoir de la romance dans ce genre de récit, mais elle n'est pas forcément centrale, ajoutant juste un petit plus, souvent pour contenter le fanboy de l'époque amateur de pulp. Donc, aux yeux de Ward, toi et moi sommes maléfiques. C'est un petit peu extrême, mais l'idée est là. Seul le courage et la persévérance comptent. Les prophéties, c'est juste bon pour les faibles qui ne peuvent pas assumer leur vie. Tant je suis sûr que tu suis une prophétie aussi de ton côté. Disons que les paradoxes et les forçages de main, c'est pas trop ce qui m'intéresse dans l'absolu. Ça me plaît même pas du tout. Et je suis même certain que c'est ton cas. Il est très difficile de parler de Howard sans parler de Léon Sprague de Camp. De Camp est né en 1907 à New York. Il est mort en 2000 à Plano, au Texas. Léon Sprague de Camp, en plus d'être l'écrivain qui se battit pour établir le nom de Robert E. Howard, fut aussi militaire et travaillait avec Isaac Asimov et Robert Heinlein. Excusez du peu.
le mec bosse quand même avec le père de la robotique et celui qui inspira Starship Trooper de Verhoeven. Léon Sprague de Camp est incontournable quand on parle de Conan et de Kull. C'est un membre du groupe littéraire des Trapdoor Spiders qui inspira Isaac Asimov pour le cycle des Veuves Noires. De Camp est aussi reconnu pour être un des membres les plus influents de SAGA, acronyme pour Swordsman and Sorcerer Guild of America. Dans les années 1960, De Camp s'approprie littéralement le personnage iconique de Robert E. Howard. Celui-ci, de son vivant, n'avait sorti que l'équivalent de 3 livres sur le barbare cimérien. De Camp écrit ses propres histoires sur Conan, donnant lieu justement à toute la série que l'on connaît, qu'il soit barbare, flibustier, explorateur et j'en passe. Et l'on peut séparer ça en 2 phases. La partie où De Camp a collaboré avec Lynn Carter, ce qui donna cette collaboration posthume des écrits de Howard en 7 livres, essentiellement en recueil de nouvelles, mais aussi en romans. Et ce que je vois finalement dans cette série de romans, c'est que Conan ne tient pas vraiment en place en fait, vu le nombre de petits boulots qu'il accumule pour arrondir ses fins de mois. Hashtag on vaut mieux que ça. Et dans le deuxième temps, dans les années 1980, où sortirent d'autres romans étendant l'univers de Conan, lui donnant encore quelques métiers de plus, notons dans le tas quand même le livre du film adapté par John Milius. Parce que bon, tant qu'à faire, pourquoi s'ennuyer? La carrière de Conan revint sur le devant de la scène grâce à De Camp. Il ne faut pas le nier, il a participé à remettre la Sword and Sorcery et l'Heroic Fantasy sur le devant de la scène, mais peut-être pas toujours de la bonne manière malheureusement. Bon, au moins, De Camp, il a pas fait du Tolkien. D'ailleurs, petit fait amusant supplémentaire, De Camp et Tolkien se sont rencontrés et ont un petit peu discuté ensemble. Tolkien aimait bien Conan dans l'absolu, sauf qu'il n'aimait pas vraiment l'anthologie de Camp. Il l'a trouvé légèrement en dessous de ses espérances. As-tu bientôt fini ou tu comptes parler du sexisme de Conan aussi? Tes transitions sont aussi lourdes que celles de Cthulhu à l'époque, ou de celles de l'ancien narrateur. Conan, c'est le héros des temps anciens par excellence. La nouvelle version du mâle alpha qui sauve la princesse en danger, voire qui enchaîne les conquêtes de cœur aussi facilement qu'il domine les monstres et autres créatures du genre. Faut dire quand on voit les couvertures aussi, c'est pas fait pour plaire à tout le monde. Bonjour le sexisme des couvertures des War Tales qui montrent Conan de plus en plus musclé et de moins en moins habillé au fur et à mesure du temps qui passe. Et je vous parlerai à peine des couvertures de comics chez Marvel des années 70. Ce n'est guère mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que régulièrement, Howard mettait des persos féminins complètement différents du stéréotype de la faible femme qui représente l'aboutissement de la quête, ou du moins de la nouvelle en cours. Sauf qu'Howard, bon, il a beau être un produit de son temps, il a quand même conscience qu'il vit dans une société sexiste, et essaiera du mieux qu'il peut de jouer là-dessus. En 1936, Conan rencontra Valeria, une épéiste de renom dans les clos rouges, et on peut dire que le dialogue est un peu plus explicite de ce côté-là. Tu sais, Zaralo n'avait pas à manigancer autant pour me chasser du camp. Conan sourit. Bien sûr, je t'ai suivi. Heureuse chose pour toi aussi, jeune fille. Quand tu as poignardé cet officier stygien, tu as perdu les faveurs de Zaralo et sa protection, sans compter que tu t'es mise seule hors la loi vis-à-vis des stygiens. Je le savais, répondit-elle silencieusement. Mais que pouvais-je faire d'autre? Tu savais quelle était ma provocation. Évidemment, Conan acquiesça. Si j'avais été à ta place, je l'aurais poignardé moi-même. Mais si une femme vit dans un campement de guerriers, elle peut s'attendre à ce genre de choses. Valeria piétina de ses pieds bottés et jura. Pourquoi les hommes ne me laissent pas vivre une vie d'homme? Bref, je n'irai pas jusqu'à dire qu'Howard était féministe, hein, mais on s'écarte un peu du chemin sexiste, etc. Les femmes dans Conan ne sont pas toutes des princesses Peach qui se trouvent dans un autre château. Pour ceux que ça intéresse, je laisse un article dans la description qui parle de l'approche de Howard avec les fans. En fait, Conan, de par les retouches de Camp, mais aussi par les diverses adaptations qui ont été faites, on a à un moment donné noyé le récit original de Howard. Et puis bon, les années 80, les comics n'ont pas changé la donne non plus. Mec, bodybuildé, Iman, tout ça, enfin bref, tu l'as compris. On n'a pas échappé à l'appropriation de l'univers de Howard par des personnes se basant sur les versions faites par De Camp. Heureusement que les récits sur les ajouts sont maintenant plus ou moins la norme dans les parutions. Robert E. Howard est mort jeune. Trop jeune. Il aurait pu encore approfondir son univers et développer encore plus en profondeur le concept de la Sword and Sorcery. Ses influences Lovecraftiennes ont aussi beaucoup aidé d'autres auteurs. Et si beaucoup retiennent le côté sexiste ou puritain de Solomon Kane, il ne faut pas oublier qu'Howard est l'un de ceux qui a permis le lien entre la fantasy du 19e siècle et la fantasy moderne, et cela juste avant Tolkien. C'est pas tout ça, mais je te rappelle que nous ne sommes pas là pour boire le thé ensemble. C'est vrai, je comprends bien. Mais il faut un narrateur dans ce monde. Et actuellement, c'est moi le narrateur. Or, temporaire, certes, mais tout de même, ça compte. Intéressant, intéressant. Je comprends pourquoi Kefka a ordonné ta capture. Oh tiens d'ailleurs, donne-moi ça. Non. Je suis Nierli. Ok. Nierli l'occulte, ton meilleur ami. Va voir Kefka. Je pense que vous avez quelques mots à vous dire entre vous. C'est la fin de cet épisode sur la dernière fantasy consacrée à Robert E. Howard.
Comme vous l'avez constaté, cet épisode est assez centré sur Conan. Je pense que je développerai dans d'autres vidéos qui n'auront rien à voir avec la dernière fantasy un peu les autres personnages de Howard, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à en dire. Et évidemment, un grand merci à Bentech pour sa petite aide sur les voix off. Allez voir ces deux chaînes que je mets dans la description aussi pour ceux que ça intéresse. D'ici là, n'hésitez pas à partager partout la vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez m'y retrouver sur Facebook, Twitter et même Discord, dont le lien est dans la description. N'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce bleu qui va bien, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé chez Robert E. Howard ou ce que vous n'avez pas aimé chez lui. Un grand merci aux tipeurs dont le nom apparaît à l'écran. Vous pouvez très bien aussi décider de soutenir l'émission en me lâchant un petit euro par-ci par-là. Un grand merci à ceux qui déjà me font confiance. D'ici là, rendez-vous au prochain numéro de la dernière fantasy. Portez-vous bien et ayez toujours un livre à portée de main, amis lecteurs. Un frisson d'horreur parcourut Bran Mac... Ce connard là, voilà, l'autre.